Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo consacrée au monde des comics Transformers. Depuis que l'Energon Universe a été lancé par Skybound l'année dernière, avec Void Rival et Transformers dont on a déjà parlé, l'objectif a toujours été de les connecter avec une autre licence populaire de chez Hasbro, les G.I. Joe. De la sorte, l'univers mis en place s'ancre à différents niveaux d'enjeux. Void Rival s'inscrit dans un contexte de pure science-fiction, avec des enjeux un peu plus cosmiques. Transformers se passe majoritairement sur Terre, mais aussi un peu sur Cybertron depuis quelques numéros. Et donc les comics G.I. Joe, eux, sont davantage à l'échelle humaine. Des humains qui vont prendre conscience de forces bien plus grandes qui existent dans l'univers et qui désormais sont présents sur Terre. Contrairement à Void Rival et Transformers, qui ont été lancés en 2023 sous forme de séries régulières, avec un numéro chaque mois, les G.I. Joe et leurs personnages sont introduits via plusieurs petites séries limitées, qui déboucheront donc en cette fin d'année sur la vraie série régulière G.I. Joe donc. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur les deux premières séries, Duke et Cobra Commander, largement influencées par l'histoire des Transformers, et comment leur arrivée sur Terre change tout pour notre monde. Ces deux mini-séries sont sorties récemment en français chez Urban Comics, et avant que je commence à vous en parler, je vous conseille fortement d'aller les lire. Elles créent de vrais liens avec l'univers Transformers, et si vous avez apprécié les premiers comics de ce nouvel univers, vous ne serez pas dépaysé, car tout est lié. Je précise d'ailleurs que je suis un énorme noob sur les G.I. Joe, mes connaissances de l'univers sont minimes, donc c'est aussi l'occasion pour moi de m'y intéresser avec un lien justement créé avec Transformers. Maintenant, si vous préférez simplement que je vous raconte dans les grandes lignes tout ça, alors accrochez-vous et préparez-vous pour des missions à haut risque, remplies de secrets cachés par l'Amérique et de bonnes flaques de sang éparpillées un peu partout. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe. Commençons dans un premier temps par le récit consacré à Duke, l'un des personnages emblématiques de l'univers G.I. Joe, le plus grand héros de l'Amérique, un vrai modèle de patriotisme et d'héroïsme, mais qui, quand on commence l'histoire, est bien loin de tout ça. En effet, on l'a déjà croisé dans les premiers numéros des comics Transformers. Il était à bord d'un jet de l'armée américaine et rencontra face à lui nul autre que Starscream, qui a écrasé comme une mouche son ami Tyler Frost. Et vous le savez, le Starscream de cet univers, c'est un sadique de première. Alors qu'il est le plus grand soldat des États-Unis, qu'il incarne toutes les valeurs portées par le pays, il vient de faire la rencontre d'un être mécanique qui dépasse l'entendement et contre qui il ne peut strictement rien. Pire, à son effroi s'ajoute la colère, lorsque son supérieur, le colonel Hawk, lui dit que toutes ces informations sont classées top secret. Définitivement, Duke n'est pas prêt de reprendre du service, il veut d'abord des réponses. Qu'est-ce que son pays lui cache? Et comment peut-il changer la donne? 6 mois plus tard, toujours en recherche de vérité, il en vient à se tourner vers des théoriciens du complot auxquels il rend visite. Il fait alors la rencontre du docteur Adele Burkhardt, une ancienne scientifique de l'entreprise Mars Industries, fabriquant des armements avec de nouvelles sources d'énergie. Elle est persuadée que ce qui a attaqué Duke est une création de ces derniers, ne supposant absolument pas qu'il s'agissait d'un alien. Duke va alors s'infiltrer dans ce bâtiment, le bâtiment de Mars Industries, et y trouve des prototypes de robots. Il en conclut alors, à tort, que ce sont eux qui ont créé ce robot transformable qu'il a rencontré plusieurs mois auparavant. Après avoir été débusqué et jeté dehors, il retourne trouver Burkhardt, mais tombe alors sur un massacre complet. Toutes les personnes présentes sur place ont été massacrées, les créations de la scientifique volées, et cette dernière parvient tout juste à donner à Duke un petit disque dur qui lui permettra de retrouver la trace des objets volés, ce qui pourra l'aider à avoir des réponses. Lorsque la police débarque, elle le trouve au milieu d'un bain de sang et pense qu'il en est le responsable. Alors que ce dernier ouvre le feu, Duke s'enfuit et est donc présumé coupable de cette tuerie. Le colonel Hawk met alors sur sa trace les agents Stalker et Rock'n'Roll, eux aussi de vrais héros américains entre guillemets, les seuls capables de l'appréhender. Se réfugiant chez son vieil ami Clutch, ce dernier ne croit pas non plus à son histoire de robot se transformant en jet, mais il croit cependant qu'il n'est pas fou, et qu'il y a forcément anguille sous roche. Rock'n'Roll et Stalker interviennent alors, parvenant à faire se cracher leur voiture et assommant Clutch, avant que Duke ne connaisse le même sort après avoir tenté de résister. Alors qu'ils sont emmenés dans une prison appelée la Fosse, ou The Pit en anglais, Destro, qui est en réalité à la tête de l'entreprise Mars, décide que Duke ne peut pas être laissé en liberté.
pensant au départ qu'il serait tué par les autorités. Mais il n'en est rien. Il doit donc se salir les mains et fait appel au Major Bud, un mercenaire qui se chargera donc de trouver et éliminer le héros de l'Amérique devenu un peu trop gênant. Bon, là, Duke est clairement dans le mal. D'un côté, les autorités américaines le tiennent pour responsable d'un massacre, en plus de son insubordination et obsession pour le robot qui a tué son ami. De l'autre, Destro veut sa peau et a chargé Bud de le tuer. Un beau programme donc en soi. En prison, Duke et son ami Clutch font la rencontre d'une mystérieuse femme, elle aussi détenue par les Américains. Une parfaite inconnue ? Pas tant que ça, Duke la connaît bien, il s'agit d'Anastasia Sissarovna, plus connue sous le nom de code La Baronne, une terroriste en provenance d'Europe de l'Est. Si elle est surprise de voir le plus grand héros de guerre de l'Amérique dans cette prison, elle lui propose de l'aider à s'échapper, disant qu'il pourrait faire équipe. Alors que les troupes de Bud, les Bloodhounds, prennent d'assaut la prison, Rock'n'Roll et Stalker le font sortir, mais sont aussitôt attaqués. Duke n'a alors d'autre choix que d'accepter l'aide de La Baronne, la libérant et essayant de résister. Mais alors que Bud arrive et met ce dernier à terre, il se prend lui-même une balle en provenance d'Anastasia, qui pointe alors son arme sur Duke, puisqu'après tout, il y a un prix sur sa tête, un prix qui pourrait s'avérer tout à fait intéressant. Elle change néanmoins d'avis, pour l'instant, lorsqu'il arrive à la convaincre que peu importe si elle le tue, les Bloodhounds se retourneront contre elle, de même que quiconque pour qui elle travaillera. L'équipe désormais au complet parvient alors à s'enfuir dans les niveaux inférieurs de la prison, trouvant des appareils militaires stockés ici mais sans munitions, mais au moins en état de marche. Il n'en fallait pas tant pour lancer une contre-attaque bien bourrine en mode Destruction Derby, qui se conclut par la fuite des Bloodhounds, mais aussi de la Baronne, qui en profite pour se faire la malle. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, Duke aussi se met en route pour les coordonnées indiquées sur le disque dur, donné plus tôt par Adele Burkhardt, une installation secrète de la société Mars, dans laquelle Destro construit encore plus d'armements, y compris des Battle Android Troopers, des robots soldats dernière génération, envoyés aussitôt face à Duke lorsqu'il pose le pied à l'intérieur. Destro émerge alors de l'ombre pour offrir à ce dernier de le rejoindre, ce à quoi Duke répond qu'il ne le fera jamais au vu de ce que son robot a fait à son ami, étant alors persuadé que Starscream était l'une de ses créations. Destro nie cela et va même jusqu'à dire que c'est au contraire le gouvernement américain qui est derrière tout cela, cherchant à exploiter ainsi le manque de confiance de Duke envers ses supérieurs. Mais ce dernier ne se laisse pas berner et l'attaque alors. Destro aura au moins essayé, et alors que des renforts américains arrivent, il ordonne de faire sauter tout le complexe, ce qui aura au moins pour effet de tuer Duke et de ne pas laisser trop de traces. À bout de souffle après avoir réussi à détruire l'androïde de combat en affrontement singulier, il pense mourir alors qu'il voit le bâtiment exploser autour de lui. C'est d'ailleurs la version officielle qui sera relayée par les médias. Le corps du plus grand héros de l'Amérique entre guillemets aurait été en effet découvert dans les montagnes du Colorado, alors qu'il est dédouané du meurtre du docteur Burkhardt et du massacre dont il était accusé, qui était en réalité l'œuvre de Bud travaillant pour Destro, qui a d'ailleurs survécu à la balle tirée par la Baronne, perdant juste un œil au passage. Mais pourtant, Duke se réveille à l'hôpital, entouré notamment par le colonel Hawk, qui reconnaît alors l'existence de robots transformables sur Terre. Il lui fait donc part de son projet de créer une équipe spéciale pour faire face aux nouvelles menaces, montrant alors une photo d'un autre Transformers aperçu sur Terre, nul autre qu'Optimus Prime. Pensant alors que les Cybertroniens ne forment qu'une seule et même faction, Duke accepte de rejoindre le projet, se jurant de les détruire tous. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. Cobra Commander, c'est une histoire bien différente, l'origine du plus grand méchant de l'univers G.I. Joe, une histoire qui là encore entretient des liens on ne peut plus étroits avec Transformers, l'Energon étant au centre de toute l'intrigue. On découvre donc le monde de Cobra-La, une civilisation recluse et cachée sur Terre, remplie d'une population humanoïde ayant évolué sans faire appel à des matières non organiques. Leur monde est basé sur le rejet de la technologie mécanique et de l'humanité, corrompu par cette dernière selon eux. Mais dans les murs d'un de leurs laboratoires se trouve Cobra Commander, un humain ayant été recueilli par Globulus, le dirigeant de ce monde. Après avoir fait face à une rébellion de certains habitants de Cobra-La et avoir été soigné, Cobra Commander retourne dans son laboratoire et fait alors face à ce qui était caché à l'intérieur. Un sujet d'expérimentation dont il espère extraire un maximum d'informations. Le chef des Decepticons dans un piteux état, Megatron.
Si on ne sait pas encore à ce stade comment il s'est retrouvé là, son existence même, malgré son aspect non organique, a fait prendre conscience à Cobra Commander des dangers qui peuvent attendre les siens. Il voit en effet dans la mémoire de Megatron des images de la guerre cybertronienne, découvrant donc l'existence d'un monde entièrement mécanique, mais aussi d'armes dont la puissance dépasse l'entendement. On peut notamment y apercevoir une sentinelle Oméga en orbite de Cybertron. Cobra Commander va alors se mettre à la recherche de signatures énergétiques similaires à celles de Megatron sur Terre, dans le but de créer de nouvelles armes pour les siens. Alors qu'il quitte son laboratoire, Megatron jette un regard sur lui et sourit, étant bien plus conscient que ce qu'il laissait croire. Une fois à l'extérieur, Cobra Commander fait ses premières victimes. Il vole le véhicule d'un homme à l'extérieur d'un bar et le tue dans le procédé, d'une manière plutôt sanglante. Il est alors rattrapé par Nemesis, un homme de main que Golobulus a envoyé pour le surveiller dans sa mission et s'assurer que tout se passe comme prévu. Les deux prennent alors la direction de la Floride, où des traces d'énergon ont été détectées. Dans les marais locaux, deux membres des Dreadnoks, des criminels locaux, torturent des prisonniers et découpent l'un d'entre eux avec une tronçonneuse pour faire parler l'autre, qu'ils finissent quand même par tuer en le traînant à haute vitesse derrière leur voiture, la Thunder Machine, un véhicule classique de la gamme de jouets G.I. Joe. Dreadnoks, Thunder Machine, meanest machine you've ever seen, and it's out to get G.I. Joe! G.I. Joe! Plus loin, Cobra Commander et Nemesis mènent l'enquête dans une zone plus touristique où des gens viennent regarder des alligators. S'aventurant hors de la zone réglementée, ils rencontrent un garde qui leur demande leur identité, aussitôt tué par Nemesis d'un seul coup de tête. Ouais, c'est sacrément violent. Cobra Commander en profite alors pour se faire un peu la malle et se la jouer solo, rencontrant Reaper et Buzzer, les deux membres des Dreadnoks vus plus tôt. C'est en effet dans leur repère qu'ils trouvent des traces d'énergon. Lorsqu'ils attaquent, il dégaine son flingue et détruit la Thunder Machine avec une grenade, avant que leur chef Zarana ne les arrête, laissant Cobra Commander s'aventurer plus profondément dans les marécages. Alors qu'il trouve plus de traces d'énergon, il est attaqué par, des alligators boostés à l'énergon justement, l'énergie ayant vraisemblablement provoqué chez eux des mutations. Il sera repêché par Xandar, le frère jumeau de Zarana, qui l'amène au repère des Dreadnoks, alors que ces derniers étaient en pleine discussion autour de l'énergon, dont ils possèdent un cube et qu'ils espèrent revendre à bon prix. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas retirer le masque de Cobra Commander, les Dreadnoks se mettent à le torturer encore et encore, afin qu'il leur révèle pourquoi il est là, sans succès cependant. Reaper va alors dessiner un sourire sur son casque avec son propre sang, mais pendant la torture, Cobra Commander écoutait et avait réussi à cerner la personnalité de cette bande de criminels, n'étant rien de plus que des rednecks faisant leur loi, mais à la dynamique dysfonctionnelle. Il essaye alors de les monter les uns contre les autres, puis active sa balise de repérage afin d'être retrouvé par Nemesis. Ce dernier arrive alors et enlève son déguisement humain, révélant son apparence réelle, celle d'un monstre ailé à la force surhumaine qui tue les Dreadnoks par paquet, au plus grand plaisir de Cobra Commander. Reaper est alors fait prisonnier et les mène à un bunker dans lequel travaille un scientifique qu'il force à expérimenter sur l'énergon. Se pensant délivré, il présente à Cobra Commander ses recherches, notamment une nouvelle forme d'énergon, pouvant servir pour des armes, et que ce dernier utilise alors pour améliorer ses petits robots insectoïdes qu'il utilise en tant que gadget. Sortant du bunker avec la découverte de l'énergon et sachant que les Dreadnoks vendent ce dernier au plus offrant, et qu'il sait où se trouvent les acheteurs, Cobra Commander espère pouvoir bâtir une armée pour son monde, Cobra-La. Mais c'est alors que Nemesis se retourne contre lui. Maintenant que le sale boulot est fait, il peut accomplir sa véritable mission, tuer cet humain, impur à ses yeux, qui ne leur est plus d'aucune utilité désormais. Mais s'il y a bien une chose que montre cette histoire, c'est que Cobra Commander a toujours un coup d'avance. Il fait alors se combiner ses petits robots insectes en un gant d'énergie chargé à l'énergon, d'une puissance telle qu'il transperce Nemesis d'un seul tir. Retrouvant alors Reaper, ce dernier lui révèle que le plus gros acheteur d'énergon des Dreadnoks n'est autre que Destro, à la tête de l'entreprise Mars, déjà vue dans les comics Duke. Reaper est alors envoyé par Cobra Commander auprès de Destro en tant que simple messager entre guillemets. Ce dernier le reconnaît et voit alors son message, lui donnant rendez-vous à une adresse, en plein milieu d'une rue semblant tout à fait banale. Après une démonstration de force, dans une violence assez notable, Cobra Commander lui présente une installation souterraine, un grand laboratoire où travaille désormais le
scientifique secouru des Dreadnoks qui, lorsqu'il en a l'occasion, chuchote à Destro qu'il souhaite être tué. On retrouve alors les fameux Battle Android Troopers qu'on avait déjà vu dans le comics précédent, désormais améliorés avec de l'énergon. Cobra Commander conclut alors un marché avec Destro, qui lui permettra d'avoir accès aux équipements militaires produits par Mars Industries, et prononce alors un discours face à un ensemble de recrues pour son tout nouveau mouvement, cherchant l'ordre dans le monde et désormais uni sous une seule et même bannière, l'organisation Cobra. De retour sur Cobra là, Golobulus découvre que Megatron s'est échappé, un événement couvert dans un autre comics paru cette année. Mais ce n'est pas tout, il apprend alors l'existence de Cybertron, un monde entièrement mécanique, une hérésie pour cette civilisation vénérant l'organique. Considérant les Transformers comme des envahisseurs, ils envoient dans l'espace une sorte de petit vaisseau vers Cybertron, souhaitant en apprendre plus sur cette nouvelle espèce qu'ils viennent de découvrir. G.I. Joe, des copains et des héros. J'ai énormément apprécié ma lecture de ces deux comics. Comme dit plus tôt, je ne connais quasiment rien à l'univers de G.I. Joe, si ce n'est via certaines histoires liées à Transformers. Pourtant, j'ai passé un très bon moment en lisant ces deux mini-séries. La façon dont Duke est traité ici m'a un peu fait penser à des personnages à la Captain America, le genre de héros qui est un cliché de propagande, mais qu'on remet justement en question, remettant lui-même injustement en question les institutions américaines, qui ici lui cachent l'existence des Cybertroniens et sont loin d'être toutes blanches. Ça promet aussi des choses intéressantes lorsqu'il rencontrera les Autobots et découvrira que tous les Transformers ne sont pas des monstres. Faut dire, il est tombé sur l'un des pires possibles de cet univers, avec Starscream qui est vraiment un fou furieux. Mais je mentirais si je dirais que ce n'est pas Cobra Commander mon favori des deux comics. Peut-être que c'est cet aspect un peu science-fiction, un peu trash qui m'a davantage diverti, mais en tout cas j'ai surkiffé chaque page. De ce que j'ai pu lire, tout le monde n'est pas fan de l'origine du personnage qui a été adapté ici, mais j'avoue que de mon côté, j'ai trouvé ça plutôt cool, avec aussi un aspect un peu kitsch assumé, une remarque valable aussi pour Duke d'ailleurs. On ne tombe ni dans du grand n'importe quoi, ni dans une volonté de tout rendre super réaliste, quitte à dénaturer la licence. En tout cas, je vous encourage très chaudement à aller lire ces comics de votre côté pour vous faire votre propre avis. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse aussi que je parle des autres histoires de l'Energon Universe de Skybound, ou si vous préférez que je reste sur Transformers. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se dit à très bientôt pour du nouveau contenu, c'est tout pour moi, c'était Magnus, ciao.